Née à Dakar, Annalie Gaye est institutrice de formation, directrice d'école, professeure de musique, directrice des éditions Mamtouti. Elle est auteure de 6 ouvrages et a participé à 4 anthologies. Aujourd'hui, avec son livre En harmonie des destins, Annalie Gaye fait face aux jeunes lecteurs du cours Sainte-Marie-Anne et de golf sur livre ouvert. Bonjour à tous. À l'occasion d'une nouvelle édition de Livre ouvert, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Ly, auteure du livre En harmonie des destins. Vous êtes ensemble, mais vous ne vivez pas vraiment ensemble. Vous passez votre temps à vous renier. Quand on parle de délices, de bonté, de succès, vous vous l'appropriez. Quant au malheur, ils sont dignes des autres. Ce n'est pas ça vivre en communauté. Vous vous repliez en crescendo sur vous-même. Vous ne pouvez pas être pareil ou voir les choses d'une manière uniforme. Vous n'avez ni la même culture, ni la même éducation. Sachez que le monde est ainsi fait. Il est une agrégation d'être différents les uns des autres, avec des préoccupations parfaitement différentes. C'est ce qui fait son charme d'ailleurs. Vous vous appesantissez trop sur vos différences. Et là où l'on fait l'adulation de la différence, il y a une haute potentialité de différend ou d'antagonisme. La croyance en des différences irréductibles nous engage, sans que nous le voulions, sur une voie périlleuse et perverse qui conduit à amollir la notion d'universalité et même d'humain. Pour reprendre un savant de notre temps, à trop insister sur nos différences, nous allons forcément vers le dépérissement de ces notions si substantielles que son universalité est humaine. Platon nous dit en ce sens: on ne peut pas parler de société là où il n'y a pas d'êtres humains, qui vivent sous la bannière de la coopération, qui est le fondement de la vie sociale. Nous devons coopérer, car l'homme a plein de manquements. C'est par la coopération que ces manquements vont être comblés. Cette coopération doit être aussi verticale qu'horizontale. Verticale parce que nous ont légué nos aïeux, les symboles, les valeurs, les présentations. Horizontale par les échanges que nous entretenons. Les relations, si l'homme était parfait, s'il avait la possibilité de résoudre lui seul ses problèmes, il n'aurait besoin des autres. Désolé de mes professeurs. Dommage pour lui, il est imparfait, d'où son besoin de compréhension, son besoin des autres. Voyez-vous, même Dieu nous apprend à vivre ensemble. En créant l'univers, il a fait cohabiter des éléments de nature très différentes. Le minéral, l'animal, le végétal, l'organique et le cosmique. Un monde visible et non visible. Simplement pour montrer qu'il faut du tout pour faire un monde cohérent. Tous d'autres exemples peuvent étayer mon propos. Vos dissemblances ne doivent en aucun cas constituer une ligne de fracture. Je me souviens de cette nuit où même la lune et les étoiles avaient pâli. Émitouflée dans les pagnes, mes tantes paternelles, aussi complices que cet homme qui me servait de procréateur, après d'élogieux chants dans lesquels elles se targuaient et me targuaient de faire partie de la descendance privilégiée d'une noble famille aux ascendances royales, m'exhortaient à la patience, à l'endurance et tant de vertus encore incompréhensibles pour ma petite personne incrédule. C'était la seule chose censée qu'elles eussent faite depuis la préméditation de ce crime. Il me fallait être patient et endurante. Je me souviens du mutisme accentué de ma mère, qui ne dit rien consent, a-t-on l'habitude de dire. Cette assertion n'est pas toujours vraie. Pour elle, je dirais plutôt qui ne dit rien est contraint. Elle était contrainte de se taire, de subir. Quelle valeur aurait pu avoir son avis si l'on ne lui prêtait ni voix ni oreille? Quelle valeur aurait pu avoir la parole d'une femme dans cette société patriarcale où l'homme est à la genèse et à l'apocalypse de tout? Nos vies,
celle de ma mère et la mienne étaient inconditionnellement soudées. Nous le pouvions. Nous avions décidé de remplir pleinement, main dans la main, notre mission en participant activement au développement de nos pays, de notre mère patrie. Car comme le dit Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Dans cette tâche, chacune de nous était une responsabilité. Nous en étions conscientes et pour cela, nous devions opérer en nous davantage de changements. Ne plus nous voir comme des recluses, nous préparer à toutes les éventualités de la vie pour mieux l'affronter. Jung nous dit que la meilleure façon de servir la société et les hommes commence par soi-même, qu'il faut essayer d'abord et uniquement sur sa propre personne, dans sa propre économie intérieure, d'opérer des réformes. Dans le centre, les jours ne se savouraient plus de la même manière. L'amour y avait vu le jour, un jour ensoleillé. Les dortoirs, jadis témoins silencieux de nos sournoiseries et de nos hostilités, étaient devenus des lieux d'exaltation de l'amitié, des lieux de confidence où régnait la confiance. Merci, j'ai bien écouté les extraits qui ont été lus et je suis vraiment touchée par cette lecture. Je suis arrivée à un point où je me demande si c'est vraiment moi qui ai écrit ça. Parce que c'est toujours bien de prendre un recul, d'écouter les autres nous lire. Ça fait une impression un peu bizarre. Ça nous permet de revoir, de repenser à cet exercice-là qu'est l'écriture, qui est un processus qui commence par un projet. Il faut savoir d'abord quoi écrire. Mais ce quoi écrire là répond à un besoin qui est là et qui nous demande de le faire, à un besoin qui veut être satisfait. Et quand je vous ai entendu lire, ça m'a donné beaucoup de joie et cela aussi a réveillé quelques émotions. Surtout la dernière lecture, le dernier extrait qui est tiré de la fin du livre. Donc c'était quelque chose, je me dis souvent que est-ce que c'était l'effet que moi je recherchais? Mais j'ai pu rassembler des filles dans un centre avec leurs différences, qui ont cohabité avec ces différences et qui ont fini par se rejoindre. Se rejoindre comment? À travers leurs histoires. Et ça m'amène à réfléchir sur l'autre. Qui est vraiment l'autre? Est-ce qu'avant de vivre ou de cohabiter avec l'autre, est-ce que moi je prends le temps nécessaire pour aller vers lui? Pour faire un voyage en lui. Et ce voyage-là en lui, c'est pas là vers lui, c'est la connaissance de l'autre. Mais nous ne pouvons pas connaître l'autre sans nous connaître. Il faut d'abord se connaître, s'accepter. Et quand on se connaît, on connaît ses limites. Et connaître ses limites, c'est accepter qu'on a des qualités et des défauts. En somme, qu'on est un être imparfait. Et le fait d'accepter que l'on soit un être imparfait, c'est pouvoir le reconnaître aux autres, l'accepter pour les autres. Donc c'est ça qui facilite la vie en société. C'est ça qui facilite le vivre ensemble. Savoir que je ne suis pas un être parfait, l'autre non plus. Donc il doit supporter mes défauts. Moi aussi, j'ai le devoir de supporter ses défauts. Merci beaucoup pour ces belles lectures. Alors, Madame Lee, comment utilisez-vous le concept de l'anharmonie pour explorer les destins des personnages? Merci beaucoup pour cette question. Le concept de l'anharmonie, donc l'anharmonie, c'est un terme musical. Quand on dit de deux notes
qu'elles sont inharmoniques, ça veut dire qu'elles ont des noms différents, mais ont la même résonance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, au piano, vous avez un piano, il y a les touches blanches et les touches noires. Maintenant, la première touche blanche, c'est un Do. Au-dessus du Do, il y a une touche noire, qui est, à partir du Do, c'est un Do dièse. La deuxième touche blanche, c'est un Ré. Mais quand on quitte le Ré, pour aller vers la touche noire, qui était un Do dièse, ça devient un Ré bémol. Donc, ce Do dièse-là, ça peut s'appeler aussi un Ré bémol, deux noms différents, mais c'est le même son. C'est la même touche. Donc, ça, c'est l'enharmonie. Donc, ce concept-là, c'est pour dire que ces filles, il y avait Milouda, il y avait Koumassi, il y avait Bintefal, elles avaient des noms différents, mais au fond, elles partageaient la même histoire, qui est l'histoire de la douleur des femmes. Vous dites dans votre roman, ce qui fait l'humain, c'est sa qualité à vivre en société. Sa capacité. Sa capacité à vivre en société. Mais dans notre société actuelle, les gens prêtent-ils vraiment attention? Oui, c'est une excellente question. Dans notre société actuelle, nous tendons vers l'individualisme. De plus en plus vers l'individualisme. Avant, c'était il y avait ce qu'on appelait les communautés, les grandes familles, les clans, les tribus. Vous avez certainement dû voir ces leçons-là en classe de C1, clan, tribu, ethnie, royaume. Donc, c'était des communautés qui étaient solidaires, qui avaient la même histoire, qui avaient en quelque sorte le même destin. Ces donnes-là n'ont pas changé. Nous avons toujours la même histoire en tant que peuple, en tant que communauté, en tant que personne, en tant qu'être vivant. Mais ce qui fait notre capacité à montrer notre humanisme, notre humanité, c'est le fait de pouvoir collaborer. Et cette collaboration commence d'abord par notre capacité à vivre ensemble. Et actuellement, nous sommes en train de perdre ces valeurs qui sont des valeurs sûres, des valeurs capitales. Des valeurs que nous attendons que vous, jeunes, vous puissiez réintégrer ces valeurs-là dans les vies futures. Ma question était, quel message voulez-vous véhiculer à travers votre livre « L'Anharmonie des destins » ? Le message principal, c'est le vivre ensemble, d'abord. Mais il y a plusieurs messages. Ça veut dire que, par exemple, on ne peut pas se connaître, on ne peut pas connaître les autres tant qu'on ne se connaît pas soi-même. Se connaître soi-même, c'est d'abord accepter ses douleurs, faire face à ses problèmes et affronter le monde pour pouvoir se relever. Il n'est pas interdit de tomber. Il n'est pas interdit de tomber. Mais quand on tombe, il faut savoir se relever. C'était ça le message. Pourquoi pensez-vous que la femme pourrait faire partie des édificateurs de l'Afrique, sachant que ce sont ces mêmes femmes à qui on ne prête ni oreille, ni attention ou qui n'ont ni voix et qui sont toujours relayées au second plan? Parce que c'est des femmes qui attendent qu'on leur prête oreille. C'est des femmes qui attendent qu'on leur donne la voix. Mais est-ce qu'elles sont obligées actuellement d'attendre? Il y a quelqu'un qui dit, qui prend la parole, prend le pouvoir. Elles doivent arracher la parole en s'affirmant. Et si les femmes prennent la parole, certainement qu'elles prendront le pouvoir. Que pensez-vous des problèmes de caste, de considération dont la société a du mal à se départir? Ce que j'en pense, je pense que je l'ai dit dans l'Anharmonie des destins. Là où on fait le culte
de la différence, il y a de fortes possibilités qu'il y ait des différends avec ça veut dire des problèmes. Donc, le fait de catégoriser une société qui est censée être une seule personne, avec une tête, des mains, des membres inférieurs, des membres supérieurs. Est-ce que si on t'amputait de ta tête, tu allais vivre? Si on t'ampute d'un membre, tu vas vivre très difficilement. C'est ça que cette catégorisation-là amène dans une société et nous conduit vers une discrimination. Et ça, je pense que c'est avec vous, comme je l'ai dit tantôt, c'est à vous, la jeunesse, de mettre fin à cette discrimination, à cette catégorisation des sociétés. On parle aujourd'hui ici des castes, mais ailleurs, on avait parlé des Tutsis et des Hutus. Et ça a conduit à un génocide. Ailleurs, on a parlé de musulmans, de protestants ou d'autres choses. Et ça a conduit à des génocides ou à des guerres. Donc cette catégorisation ne peut pas être bénéfique, ne peut qu'être source de problèmes. Donc c'est à vous d'y mettre fin. Bonjour, ma question est la suivante. Quelle a été l'inspiration initiale pour écrire l'harmonie des dessins et comment avez-vous développé les thèmes principaux du livre tout au long de votre processus d'écriture? Merci beaucoup. Question très difficile ou question piège. Donc mon inspiration, d'abord je vais parler, avant de parler de l'inspiration, je parle d'abord du cadre. Le cadre, c'est un cadre que je connais très bien. Donc une fois, j'étais au Maroc. Je me promenais et je suis tombée sur un centre social. Je ne sais même pas ce qui se passait dans ce centre-là. Alors là, j'ai eu cette inspiration. J'ai dit, mais est-ce que je ne pourrais pas prendre le prétexte d'un centre social, d'un centre d'accueil, pour relater des histoires de femmes, pour relater le problème du vivre ensemble. Alors c'est parti de là. Et il y a un texte qui parle du mariage précoce. C'était un texte que j'avais écrit lors d'un atelier d'écriture. J'ai jugé nécessaire d'insérer ce texte-là dans l'ouvrage pour traiter de la question du mariage précoce. Donc pour les autres thèmes, l'infibulation, l'inceste, le viol, les problèmes de caste, il fallait en parler parce que c'était des problèmes qui étaient au fond de moi et qui étaient en train de crier. Il fallait que j'en parle. J'avais ressenti le besoin d'en parler. Voilà. À travers le dernier paragraphe de la page 72, pouvez-vous nous dire si cette nouvelle est inspirée d'un vécu ou plutôt d'une profonde imagination? Excusez-moi, cette nouvelle, c'est les deux. Il y a du vécu, il y a aussi de la fiction. Parce qu'on ne peut pas écrire sans se décrire. On parle de quelque chose que l'on connaît, même si on peut faire des extensions pour aller vers la fiction. Mais on part toujours du connu pour aller vers l'inconnu. Donc il y a un peu de nous. Dans chaque œuvre, dans chaque ouvrage, il y a la part de l'auteur. Ma question est la suivante. Y a-t-il des aspects de votre vie qui ont influencé le caractère de Milouda ou de Binta? Je dirais qu'il y a des traits de mon vécu qui ont un peu influencé le caractère de Binta. Binta, c'est une parfaite inconnue qui arrive en terre connue, déjà. Elle connaissait cette ville parce qu'elle en a parlé avant d'arriver au centre. Elle s'est rappelé les souvenirs. Mais Binta, elle est à fleur de peau. Elle n'a pas de patience. Il fallait que quelqu'un soit là pour l'aider à se relever.
Donc, Binta a toujours besoin d'une oreille, ou bien d'une main, ou bien d'une épaule pour se relever, pour pouvoir tenir, pas pour se relever, mais pour pouvoir tenir. Et je pense que ça, c'est tout moi. Ça, je vous le dis, je ne vous le cache pas. À la page 76, à la dernière phrase, que sous-entendez-vous par la phrase « On ne vit pas, on ne fait pas la vie, on l'affronte. On ne fuit pas la vie, on l'affronte en la vivant pleinement. » Si. On ne fuit pas la vie. Déjà, fuir, c'est un acte de lâcheté. Même sur ton lit de mort, si tu es sûr que tu dois mourir, il faut affronter cette mort la tête haute. Vous avez entendu l'expression « mourir d'une belle mort ». Donc, on ne fuit pas la vie, il faut l'affronter. Comment affronter la vie? D'abord, connaître ce qu'est la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut d'abord accepter que la vie a ses aléas, ses hauts et ses bas. Tant que l'être humain n'a pas intégré que dans cette vie, il sera confronté à des problèmes, il sera confronté à des difficultés, il sera confronté à des trahisons, à des déceptions. Il ne pourra pas vivre pleinement sa vie. Parce qu'il va toujours s'attendre à du plaisir, de la joie. Alors que la vie, c'est un tout. La vie a ses lots de joie et ses lots de malheur. Pourrions-nous dire à travers cette œuvre que le mariage est une prison pour la femme ou encore un frein à son émancipation? Non, on ne peut pas le dire à travers cet ouvrage. Le mariage n'est pas une prison, mais le mariage précoce, si. C'est une prison pour cette mariée qui a été arrachée à l'école, qui a été arrachée à ses jeux, à qui on a arraché ses rêves, ses ambitions. Là, c'est un enfermement total, c'est pire qu'une prison. Une petite fille qui ne sait même pas ce qu'est l'amour, donnée en mariage à un vieillard qui abuse d'elle. Parce que dans le mariage, nous parlons très peu de viol. Certains trouvent même que c'est insensé de dire que ce mari-là a violé sa femme. Mais dans une relation, quand il n'y a pas de consentement, c'est là que commence le viol. Donc le mariage en général n'est pas une prison, mais le mariage précoce, c'est pire que la prison. L'avenir du continent dépend particulièrement des femmes. Il sera ce que nous en ferons. Est-ce que les femmes de notre société actuelle en ont conscience? Bien sûr. Elles sont en train de se réveiller. Comme on le dit, la peur est en train de changer de camp. De plus en plus. Vous pouvez le voir dans vos différentes classes. Souvent, c'est les filles. Les premières sont souvent des filles. Donc, ça se redresse. Quel message ou quelle réflexion espérez-vous que les lecteurs retiennent après avoir lu L'harmonie des destins? Ou bien, y a-t-il des interprétations spécifiques que vous souhaitez encourager ou laissez-vous volontairement une grande part d'interprétation libre aux lecteurs? Je laisse une grande liberté aux lecteurs. Parce que moi-même, en tant qu'auteur, je me suis donné la liberté de prendre une très grande distance par rapport à ces différentes histoires racontées. Je pouvais prendre part ou défendre une cause, mais j'étais équidistante, très équidistante et très éloignée de ces histoires-là, pour laisser à chacun la liberté, peut-être même le droit d'interpréter cet ouvrage. Parce qu'un ouvrage, quand on l'écrit,
quand on finit de l'écrire, il ne nous appartient plus. Le lecteur, par sa lecture, devient co-auteur. Comment illustrez-vous la transformation de la haine à l'amour et quelle est son importance dans le message de l'œuvre? La transformation de la haine en amour, ce n'était pas de la haine. Au fond, elles ne se haïssaient pas, ces filles-là. C'est juste qu'elles ne se connaissaient pas. Elles ne savaient pas qu'elles ont traversé les mêmes déserts. Elles ne savaient pas non plus qu'elles avaient affronté les mêmes démons. Elles ne savaient même pas qu'elles avaient mené les mêmes combats. C'était juste parce qu'elles ne se connaissaient pas. Donc, à travers leurs différentes histoires, elles ont pu savoir qu'elles avaient un destin commun. Leur destin était inharmonique. Et à partir de là, elles ont pu réveiller cet amour qui dormait en elles. C'était des femmes qui étaient capables d'aimer, mais des femmes que la société a tellement blessées qu'elles ne savaient plus comment aimer. Pourquoi, à travers Milouda, on a su comprendre son caractère, pourquoi elle était si douce, si patiente. On a su lire à travers Intissar et Koumassi pourquoi elles étaient comme ça et qu'elle, tout le temps, elle cherchait à provoquer les gens. Pourquoi n'avez-vous pas laissé la parole à Bintou Fall pour raconter son histoire et comprendre son caractère, pourquoi elle était à fleur de peau? Merci pour cette question. Je pense que le personnage l'a dit elle-même, qu'elle n'avait pas besoin de raconter son histoire parce que son histoire était la somme de toutes les histoires racontées. Est-ce que de là, vous imaginez ce qu'elle a vécu, Bintou Fall, si son histoire était la somme de toutes les histoires racontées? C'est ce qui explique qu'elle était à fleur de peau. Mais est-ce que Bintou Fall, ce personnage de Bintou Fall, n'était pas juste la métaphore d'une mère africaine qui était là en train de pleurer la souffrance de ses filles? C'est autant de pistes de réflexion à développer. Bon, j'ai été très ravie de discuter avec les élèves du cours Sainte-Marie de Anne sur mon ouvrage intitulé « L'inharmonie des destins ». Et je vois qu'ils ont bien lu l'ouvrage et qu'ils sont même entrés dans l'ouvrage. Et je pense qu'ils ont essayé aussi d'interpréter les caractères de chaque personnage. C'était le but recherché. Parce que quand on crée des personnages aussi, on ne peut pas créer des personnages de façon banale, ou bien je vais mettre Modou là, Fatou là, non, non, non. J'ai créé ce personnage pour parler de cela, de tel problème. Donc ce personnage-là va incarner ce problème. Tel autre personnage va incarner un autre problème, ainsi de suite. Mais ce personnage-là qu'on choisit, il faut lui donner une personnalité. Et cette personnalité est définie par des mots, mais aussi par des comportements. Et j'ai vraiment été ravie, d'être là. Et je suis très heureuse d'avoir pu partager ces moments avec vous. Je vous remercie. Merci à tous. L'émission touche à sa fin. Nous remercions Madame Ly de nous avoir honorés de sa présence et d'avoir pu répondre à nos questions. C'est moi. Merci. Merci beaucoup.